Aujourd'hui, nous nous penchons sur une affaire qui illustre parfaitement comment l'appât du gain peut faire voler en éclats des années de mensonges soigneusement entretenus, car ce qui a commencé par une simple demande d'augmentation de pension alimentaire s'est transformé en une bataille juridique qui a révélé une fraude massive, détruit des réputations et forcé tout le monde à affronter une vérité dérangeante. Voici l'histoire de Thomas. J'ai payé la pension alimentaire pendant 9 ans sans jamais manquer un seul versement, et la seule fois où j'ai posé une question, mon ex-femme m'a traité de monstre, car pendant 9 ans, j'ai fait mes virements tous les mois comme une horloge, je me suis présenté aux fêtes d'anniversaire même quand je n'étais pas le bienvenu, je suis allé chercher Léo à l'école quand elle avait d'autres priorités et je ne me suis jamais plaint du système qui me laissait sur la paille alors qu'elle vivait confortablement dans une maison que j'avais contribué à financer. Je n'étais pas le père de l'année, je l'admets, mais j'étais là, j'étais constant et je n'ai jamais fait sentir à mon fils qu'il était un fardeau. Valérie, mon ex-femme, s'est assurée que tout le monde sache que j'étais le méchant de notre divorce, le type qui avait abandonné son mariage et sa famille, mais ce qu'elle oubliait opportunément de mentionner, c'était les 3 aventures que j'avais découvertes pendant notre mariage, le chaos financier qu'elle créait dans mon dos ou la façon dont elle disparaissait le week-end pour revenir en sentant l'eau de Cologne d'un autre homme. Je ne l'ai pas combattu au tribunal parce que je voulais que Léo ait de la stabilité, je n'ai rien dit quand elle a obtenu la garde principale parce que je croyais qu'un enfant avait besoin de sa mère et je n'ai pas protesté quand le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire à un montant qui m'obligeait à manger des pâtes 4 soirs par semaine. J'ai juste payé, j'ai fait profil bas et j'ai essayé d'être le père que mon fils méritait, même si sa mère me faisait clairement comprendre que je ne serais jamais à la hauteur. Puis, le mois dernier, l'avocat de Valérie m'a envoyé une lettre exigeant une augmentation de la pension alimentaire, et pas un petit ajustement, mais une augmentation de 30%, avec pour simple raison l'inflation, la hausse des coûts et le fait que mon salaire avait augmenté depuis le divorce. Je suis contrôleur de gestion, je fais de longues heures, j'ai été promu 2 fois au cours des 5 dernières années et oui, je gagne plus d'argent maintenant que lorsque Léo était bébé, mais cela ne signifie pas que je roule sur l'or, car je vis toujours dans un 2 pièces. Je conduis toujours une voiture qui a 250 000 km au compteur et je budgétise chaque euro parce que la moitié de ma paie disparaît le premier de chaque mois. Valérie, en revanche, n'a pas occupé d'emploi stable depuis 3 ans, bien qu'elle fasse quelques missions d'intérim quand elle a besoin d'argent liquide rapide, et elle poste constamment sur les réseaux sociaux des photos de journées au spa et de week-end en Thalasso. Chaque fois que je récupère Léo, il porte les mêmes chaussures usées alors qu'elle porte un nouveau sac à main de marque, donc l'argent que j'envoie ne semble pas aller là où il est censé aller. Quand son avocat a commencé à utiliser des phrases sur la responsabilité financière et les besoins de l'enfant, j'ai senti quelque chose se briser en moi, alors je n'ai pas engagé d'avocat tout de suite, j'ai juste demandé un audit, un simple détail de l'utilisation de l'argent, des reçus pour les dépenses de Léo, une preuve que l'augmentation était réellement nécessaire. On aurait dit que je lui avais demandé de commettre un crime, car Valérie a inondé mon téléphone de SMS me traitant de manipulateur, m'accusant d'essayer de la punir, disant que j'utilisais l'argent comme une arme pour blesser notre fils, et quand je n'ai pas cédé, elle a commencé à publier des messages vagues sur Facebook à propos des pères indignes et des hommes qui abusent du système judiciaire. J'ai vu mon téléphone s'illuminer de messages de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années, des amis communs qui avaient soudainement des opinions tranchées sur ma parentalité, des collègues qui voyaient ces publications et demandaient si tout allait bien à la maison, et j'ai réalisé qu'elle construisait un récit où j'étais le méchant et elle la victime. Je voulais hurler, je voulais publier ma propre version de l'histoire, mais je ne l'ai pas fait parce que je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses, alors je suis resté silencieux et je l'ai laissé contrôler la conversation pendant que je réfléchissais à mon prochain mouvement. Voici ce à quoi je veux que vous pensiez, quand quelqu'un devient aussi défensif face à une simple demande de transparence, que protège-t-il vraiment? Ensuite, nous avons eu une réunion, juste nous deux, dans un café près de son appartement, et j'ai apporté un dossier avec 9 ans de relevés de paiement, chaque relevé bancaire, chaque reçu, chaque preuve que je n'avais jamais été en retard, jamais négligent, jamais rien d'autre que fiable. J'ai fait glisser le dossier sur la table et je lui ai dit que je n'essayais pas de lui faire du mal, que je voulais juste de la transparence, et elle m'a regardé comme si je lui avais craché au visage, elle n'a pas ouvert le dossier, elle n'y a même pas jeté un coup d'œil, elle m'a juste fixé avec cette expression froide et a dit que j'avais toujours été comme ça, à toujours vouloir avoir raison, à toujours vouloir tout contrôler. J'ai senti mes mains trembler sous la table parce que je n'étais pas encore en colère, j'étais juste épuisé, fatigué d'être dépeint comme le méchant, fatigué de payer pour une vie dont je ne faisais pas partie, fatigué de prétendre que tout ce qu'elle avait fait pendant notre mariage n'avait plus d'importance. Et c'est là que je l'ai dit, la chose que je retenais depuis près d'une décennie,
la question qui trottait dans un coin de ma tête depuis le jour où j'avais découvert sa première liaison, après tout ce que tu as fait pendant notre mariage, après tous les mensonges, je pense que je mérite de connaître la vérité, ai-je dit, et elle s'est figée complètement. J'ai besoin d'un test ADN, les mots sont sortis plus doucement que je ne le pensais, mais ils ont atterri comme une bombe, et pendant une seconde, Valérie m'a juste regardé comme si j'avais parlé une autre langue, puis elle a ri, pas un vrai rire, mais ce son aigu et amer, et elle m'a demandé si j'allais sérieusement punir notre fils parce que je n'arrivais pas à tourner la page du passé. Je lui ai dit que je ne punissais personne, que je voulais juste savoir, et elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol, elle m'a traité de monstre assez fort pour que tout le café l'entende, et puis elle est sortie, me laissant assis là avec mon dossier de reçus inutiles et une question que je ne pouvais plus retirer. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle pendant 3 jours, et quand elle a finalement répondu, c'était par l'intermédiaire de son avocat, une lettre formelle disant qu'elle accepterait le test ADN à condition que je continue à payer la pension alimentaire pendant la procédure et que je couvre tous les frais associés. J'ai accepté parce que je n'avais pas le choix et parce qu'une partie de moi, la partie qui avait été là pour chaque genou écorché et chaque histoire du soir, croyait que le test reviendrait positif et que tout ce cauchemar serait terminé. J'ai programmé le test dans un laboratoire du centre-ville, Valérie a amené Léo sans me dire un mot, et j'ai regardé mon fils frotter l'intérieur de sa joue pendant que sa mère se tenait dans un coin, les bras croisés, me foudroyant du regard comme si je détruisais sa vie. Léo ne comprenait pas ce qui se passait, il savait juste que son papa était bizarre, et quand l'infirmière m'a tendu mon propre écouvillon, je me suis senti comme la pire personne au monde. Les résultats ont pris 2 semaines, et pendant ce temps, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas me concentrer au travail, je ne pouvais rien faire d'autre qu'imaginer les différentes façons dont cela pourrait tourner. Je me disais que peu importait ce que disait le test, je serais toujours le père de Léo, que la biologie ne faisait pas tout, mais au fond de moi, je savais que si le test revenait négatif, tout changerait. Je vérifiais mes emails de manière obsessionnelle, actualisant la page toutes les 10 minutes, et quand la notification est enfin arrivée, j'étais assis dans ma voiture devant un supermarché à 20 h un samedi soir. J'ai ouvert la pièce jointe sur mon téléphone, lu la première ligne et senti le monde entier basculer, 0% de probabilité de paternité. Je pensais que le test clorait la discussion, forcerait peut-être Valérie à admettre qu'elle avait menti sur ses liaisons, prouverait peut-être que je n'étais pas juste paranoïaque ou contrôlant, mais je n'avais aucune idée que cela ferait exploser ma vie entière. C'est un cas d'école montrant comment la cupidité peut déclencher des conséquences catastrophiques, car la demande d'argent supplémentaire de Valérie a été le catalyseur qui a exposé un mensonge qu'elle avait maintenu avec succès pendant près d'une décennie, et parfois la vérité n'émerge que lorsque quelqu'un devient trop à l'aise avec sa tromperie et tire trop sur la corde. J'ai fixé ces mots sur l'écran de mon téléphone jusqu'à ce qu'ils n'aient plus aucun sens, 0% de probabilité de paternité, et je les ai relus encore et encore comme si j'avais peut-être manqué quelque chose, comme s'il y avait peut-être des petits caractères qui expliqueraient comment 9 ans de ma vie avaient été construits sur un mensonge. Je suis resté assis sur ce parking pendant plus d'1 heure à regarder les gens entrer et sortir du supermarché avec leur caddie plein de choses normales du samedi soir, et je ne pouvais pas bouger parce que bouger signifiait accepter ce que je venais d'apprendre. Le plus étrange, c'est que je n'ai pas ressenti de colère au début, je n'ai pas eu envie de crier ou de frapper quelque chose ou d'appeler Valérie et de perdre la tête, je me suis juste senti stupide, comme le plus grand imbécile qui ait jamais vécu, comme si tout le monde avait su sauf moi et qu'ils avaient tous ri dans mon dos pendant presque 10 ans. J'ai pensé à chaque fête d'anniversaire où j'étais arrivé avec des cadeaux, à chaque sortie d'école où j'avais réorganisé mon emploi du temps professionnel, à chaque soir où je m'étais couché épuisé parce que j'avais passé mon week-end à être papa, et rien de tout cela n'avait été réel, ou du moins pas de la façon dont je le pensais. Je ne l'ai dit à personne pendant 3 jours parce que je ne savais pas comment le dire à voix haute, je suis allé travailler, j'ai assisté à des réunions, j'ai répondu à des emails et j'ai fait semblant que tout allait bien pendant que mon cerveau passait en revue chaque souvenir que j'avais de Léo bébé, cherchant des signes que j'avais manqués. J'ai commencé à voir des choses qui n'étaient pas là, ou peut-être qu'elles avaient toujours été là et que je les avais simplement ignorées, comme la façon dont Léo avait les yeux de sa mère et son rire, mais rien qui me ressemblait. Ou comment, pendant la grossesse, Valérie avait été étrange à propos des rendez-vous chez le médecin, y allant toujours seule, balayant toujours mes questions. J'ai appelé mon frère le mercredi soir et je lui ai tout dit, et il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru que l'appel avait coupé, et quand il a finalement parlé, sa voix tremblait et il a demandé ce que je comptais faire, et j'ai réalisé que je n'en avais aucune idée. Valérie n'a pas pris contact après le test, pas un seul SMS, pas un appel, rien, et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir, elle savait, peut-être pas avec certitude, mais elle savait que c'était possible, et elle avait passé 9 ans à parier que je ne demanderais jamais,
que je continuerais juste à payer et à jouer au papa sans jamais remettre en question l'histoire qu'elle m'avait vendue. Le vendredi, j'ai reçu un email de son avocat, non pas sur les résultats du test, mais sur l'augmentation de la pension alimentaire, comme si rien n'avait changé, comme si le test ADN n'était qu'un inconvénient mineur que nous pourrions surmonter. L'email parlait de mettre de côté nos différences pour le bien de Léo et espérait que je ferais ce qu'il fallait et continuerais à soutenir mon fils, et j'ai failli jeter mon ordinateur portable à travers la pièce. J'ai transféré l'email à une avocate spécialisée en droit de la famille que j'avais trouvée en ligne, une femme nommée Maître Moreau, qui avait d'excellentes critiques et la réputation de ne rien lâcher, et j'ai programmé une consultation pour le lundi matin. Maître Moreau a regardé les résultats ADN pendant peut-être 10 secondes avant de lever les yeux vers moi et d'exposer mes options. Je pouvais demander la cessation immédiate de la pension alimentaire, je pouvais poursuivre pour le remboursement de ce que j'avais déjà payé, je pouvais me battre pour la garde si je voulais maintenir une relation avec Léo malgré la biologie, ou je pouvais tout simplement partir. Je lui ai dit que je ne voulais pas faire de mal à Léo, qu'il n'avait rien demandé de tout cela, et elle a hoché la tête comme si elle avait entendu cela 1000 fois auparavant, et m'a expliqué que je devais aussi penser à moi. Car Valérie n'allait pas arrêter de réclamer de l'argent juste parce que la vérité avait éclaté. J'ai signé les papiers ce jour-là, une requête pour mettre fin à la pension alimentaire et une demande d'audience d'urgence, et Maître Moreau a dit qu'elle déposerait tout avant la fermeture des bureaux. C'est à ce moment-là que Valérie a commencé sa campagne, et je dis bien campagne, parce que ce qu'elle a fait ensuite était calculé et vicieux, et conçu pour me détruire avant que je ne puisse la détruire. Elle a publié sur toutes les plateformes de réseaux sociaux qu'elle avait, de longs messages émotionnels sur la façon dont j'abandonnais un enfant que j'avais élevé pendant 9 ans, comment j'utilisais l'ADN comme excuse pour échapper à mes responsabilités, comment je traumatisais Léo en le rejetant pour quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Elle n'a pas mentionné ses liaisons, elle n'a pas mentionné les mensonges, elle s'est juste dépeinte comme une mère célibataire en difficulté et moi comme un monstre qui avait décidé que la biologie comptait plus que l'amour. Mon téléphone a explosé de messages, des gens que je connaissais à peine me disant que j'étais dégoûtant, des collègues demandant si les rumeurs étaient vraies, même ma propre mère m'appelant pour me demander ce qui me passait par la tête. Je voulais riposter, je voulais publier les résultats ADN et la chronologie de ces liaisons et chaque preuve montrant qui était vraiment Valérie, mais Maître Moreau m'a dit de ne pas le faire, que tout ce que je dirais publiquement pourrait être retenu contre moi au tribunal, alors j'ai juste regardé ma réputation brûler pendant que Valérie jouait la victime. L'audience a été fixée 3 semaines plus tard, et pendant ce temps, Valérie a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas, elle a nommé le père biologique, un type nommé Jérôme, qui avait travaillé avec elle dans une compagnie d'assurance à l'époque où Léo a été conçu, et elle l'a fait par l'intermédiaire de son avocat dans une déclaration formelle qui le jetait essentiellement en pâture tout en essayant de garder mon portefeuille ouvert. Je n'avais jamais entendu parler de Jérôme, je ne savais pas à quoi il ressemblait ni s'il savait même que Léo existait, mais apparemment Valérie avait gardé contact avec lui au fil des ans, et maintenant elle l'entraînait aussi dans ce gâchis. Maître Moreau m'a appelé et m'a dit que les choses venaient de se compliquer parce qu'il y avait maintenant 3 parties impliquées, moi essayant de sortir, Valérie essayant de maintenir le flux d'argent, et Jérôme qui ne savait peut-être même pas qu'il avait un enfant. Alors voici une question pour vous, si vous étiez Jérôme et que vous veniez de découvrir que vous aviez potentiellement un fils de 9 ans dont vous ignoriez l'existence, que feriez-vous? J'ai cherché Jérôme sur les réseaux sociaux, trouvé son profil en 5 minutes environ et passé 1 heure à faire défiler les photos de sa vie, il était marié, avait 2 enfants à lui, travaillait comme directeur commercial, avait l'air heureux de cette façon banale de père de banlieue, et je me demandais s'il avait la moindre idée de ce qu'il attendait. Une partie de moi voulait lui envoyer un message, le prévenir, lui dire que Valérie était sur le point de faire exploser sa vie de la même manière qu'elle avait fait exploser la mienne, mais je ne l'ai pas fait parce que Maître Moreau avait été clair sur le fait que je ne devais contacter aucune personne impliquée dans l'affaire. 2 jours plus tard, l'avocat de Jérôme a déposé une motion exigeant son propre test ADN, ce qui signifiait qu'il ne savait pas ou ne croyait pas Valérie, et soudain, il y avait 2 batailles juridiques se déroulant simultanément, moi essayant de sortir et Jérôme essayant de savoir s'il était dedans. Le pire n'était pas les dates d'audience ou les avocats ou même l'argent que je dépensais pour démêler ce cauchemar, le pire, c'était Léo. Valérie lui avait raconté une version de l'histoire, je ne sais pas quoi exactement, mais quand je me suis présenté pour mon droit de visite prévu, il m'a regardé différemment, comme si j'étais un étranger, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Il a à peine parlé pendant toute la visite, juste assis sur mon canapé à jouer à des jeux sur sa tablette, et quand j'ai essayé d'expliquer que je tenais toujours à lui, que rien de tout cela n'était de sa faute, il a juste haussé les épaules et a dit que sa maman lui avait dit que je ne voulais plus être son papa. Je ne savais pas comment répondre à ça, je ne savais pas comment dire à un enfant de 9 ans que sa mère avait menti sur tout,
Alors je lui ai juste dit que ce n'était pas vrai et j'en suis resté là, mais je voyais bien qu'il ne me croyait pas. Maître Moreau a intenté le procès la semaine suivante, pas seulement contre Valérie, mais une requête formelle pour fraude et remboursement de la pension alimentaire, et elle m'a prévenu que ça allait devenir laid. Elle a dit que Valérie riposterait, utiliserait toutes les ruses possibles, essaierait de me faire passer pour le méchant, et elle avait raison car 2 jours après le dépôt, l'avocat de Valérie a soumis des preuves selon lesquelles j'aurais prétendument été au courant de sa liaison avec Jérôme pendant le mariage et avait accepté Léo comme le mien. Quoi qu'il en soit, la preuve était une série de SMS entre moi et Valérie datant d'il y a des années, des messages où je disais des choses sur le fait que je voulais que notre couple fonctionne et que je croyais que Léo avait besoin de nous deux, et il déformait mes mots pour faire croire que je savais tout depuis le début et que j'avais renoncé à mon droit de contester la paternité. J'ai relu ces vieux messages et j'ai eu la nausée parce qu'ils étaient réels, j'avais dit ces choses, mais pas parce que je savais que Léo n'était pas de moi, je les avais dites parce que j'essayais de sauver un mariage qui était déjà mort. L'audience était prévue pour début novembre, 2 affaires distinctes se déroulant maintenant en parallèle, la mienne contre Valérie et l'affaire de l'État pour établir Jérôme comme père légal, et Maître Moreau a dit que selon la tournure des événements, cela pourrait traîner pendant des mois, voire des années. Je lui ai demandé quelles étaient mes chances et elle m'a lancé ce regard qui me disait qu'elle avait vu des cas comme le mien aller dans les 2 sens, m'expliquant que cela dépendait vraiment du juge, que certains voyaient cela comme une fraude tandis que d'autres voyaient cela comme un homme essayant d'échapper à ses responsabilités, et que nous devions être prêts à tout. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je me suis assis dans mon appartement en fixant le mur, pensant à la façon dont j'avais passé 9 ans à construire une vie qui n'était pas réelle et comment la seule façon d'avancer était de tout démolir. Valérie m'a appelé directement pour la première fois depuis des semaines en utilisant un numéro que je ne reconnaissais pas, et quand j'ai répondu, elle m'a demandé si j'allais vraiment tout détruire, je lui ai dit qu'elle l'avait déjà fait et elle a raccroché. Remarquez comment la stratégie de Valérie est passée du déni à la manipulation, lorsque les preuves ADN sont devenues indéniables, elle a pivoté pour utiliser l'opinion publique comme une arme et Léo comme levier émotionnel, car les gens qui entretiennent des tromperies à long terme admettent rarement leur tort, ils ajustent simplement leur tactique pour se protéger à tout prix. La première audience a eu lieu par une froide matinée de début novembre, un de ces jours où le ciel est gris et où tout semble lourd, et je me suis assis dans cette salle d'audience à regarder l'avocat de Valérie me dépeindre comme un homme qui avait élevé un enfant pendant 9 ans et qui l'abandonnait maintenant pour un bout de papier. Ils avaient des photos de moi et de Léo à des anniversaires, des captures d'écran de SMS où je l'appelais mon fils, même une carte de fête des pères qu'il m'avait faite en CE1, et ils ont tout exposé comme la preuve d'une sorte de contrat que j'aurais signé avec mon sang. Valérie était assise à sa table, l'air dévasté, tamponnant ses yeux avec des mouchoirs, jouant le rôle de la mère au cœur brisé protégeant son enfant d'un monstre, et je voulais me lever et crier qu'elle avait menti sur tout, mais Maître Moreau m'a serré le bras et a chuchoté que je devais rester calme. La juge, une femme plus âgée nommée Madame Dubois, qui avait l'air d'avoir vu toutes les ruses possibles, a écouté les 2 parties sans grande expression, et quand l'avocat de Valérie a terminé sa performance sur l'importance des liens émotionnels par rapport à la biologie, la juge Dubois a posé une question simple qui a coupé court à tout le bruit. Elle a demandé si Valérie avait su ou soupçonné pendant le mariage que l'enfant pouvait ne pas être le mien. L'avocat de Valérie a bafouillé, essayant d'éviter une réponse directe, parlant de la complexité des relations et du flou des souvenirs, et j'ai vu l'expression de la juge Dubois passer de neutre à sceptique en environ 5 secondes. Maître Moreau s'est levé et a présenté les résultats ADN, la chronologie de la liaison de Valérie avec Jérôme et le fait que Valérie n'avait jamais suggéré elle-même un test de paternité bien qu'elle soit au courant de la liaison, bien qu'elle ait eu toutes les opportunités d'avouer pendant la procédure de divorce il y a 9 ans. Elle a évoqué la demande de modification de la pension alimentaire qui avait déclenché tout ce gâchis, souligné que Valérie avait exigé plus d'argent tout en cachant simultanément des informations qui m'auraient rendu légalement non responsable de tout paiement, et a soutenu qu'il s'agissait d'une fraude caractérisée. L'avocat de Valérie a essayé de rediriger le débat, affirmant que j'avais implicitement accepté la paternité en m'impliquant dans la vie de Léo, mais Maître Moreau était prête avec de la jurisprudence montrant que la fraude sape tout, que l'on ne peut pas faire respecter un contrat ou une obligation basée sur un mensonge. La juge Dubois a demandé une suspension de séance et a dit qu'elle rendrait une décision sous 2 semaines, et alors que je sortais de la salle d'audience, Valérie a essayé de m'approcher dans le couloir, mais son avocat l'a retenue et j'ai continué à marcher. Je n'ai rien entendu pendant 10 jours, et pendant ce temps, j'ai vécu dans ces limbes étranges où je ne savais pas si j'étais toujours le père de Léo aux yeux de la loi ou si j'étais sur le point d'être libéré d'une peine de 9 ans que je n'avais jamais méritée. J'ai continué à aller travailler, j'ai continué à payer mes factures, j'ai continué à vérifier mes emails de manière obsessionnelle, et puis un mercredi après-midi, Maître Moreau m'a appelé et m'a dit de m'asseoir, la juge Dubois avait statué en ma faveur.
mis fin à mon obligation de pension alimentaire avec effet dans 30 jours dans l'attente de tout appel, et ordonné à Valérie de fournir une documentation financière complète pour une audience séparée concernant le remboursement des pensions. Passé. Maître Moreau a dit que c'était une victoire significative, que les juges allaient rarement aussi loin dans les affaires de fraude à la paternité, mais que le combat n'était pas terminé parce que Valérie pouvait faire appel et parce que l'affaire du remboursement allait être brutale. J'ai demandé ce qui s'était passé avec Jérôme, et Maître Moreau a dit que son test ADN était revenu positif, qu'il était le père biologique de Léo et que l'État le poursuivait maintenant pour la future pension alimentaire tandis que mon affaire contre Valérie pour le remboursement avançait séparément. C'est là que Valérie a commis sa plus grande erreur, et je parle du genre d'erreur qui transforme une affaire civile en enquête criminelle. Environ un mois après le jugement, j'ai reçu une notification de ma banque concernant une activité inhabituelle sur un vieux compte joint que j'avais ouvert pendant notre mariage pour les urgences, un compte qui était censé avoir été clôturé lors du divorce mais qui était passé à travers les mailles du filet. Quelqu'un avait débité 8 000 € dessus en l'espace de 3 jours, et quand j'ai appelé la banque, ils m'ont dit que les frais correspondaient à des retraits d'espèces et des virements. J'ai immédiatement pensé à Valérie, j'ai consulté l'historique du compte en ligne et j'ai vu qu'elle l'utilisait sporadiquement depuis des mois, de petits frais ici et là que je n'avais jamais remarqué, mais maintenant elle avait frappé fort, paniquant probablement à l'idée de perdre la pension alimentaire et pensant pouvoir prendre tout ce qu'elle pouvait avant que tout ne s'effondre. Je l'ai signalé à la banque, j'ai déposé une réclamation pour fraude et j'ai appelé Maître Moreau, qui m'a dit qu'il s'agissait potentiellement d'usurpation d'identité et que je devais déposer une plainte au commissariat immédiatement. Je suis allé au poste de police et je leur ai tout donné, les relevés de compte, la chronologie, la preuve que je n'avais jamais autorisé les frais, et l'officier qui prenait ma plainte m'a regardé avec ce mélange de pitié et d'incrédulité. Au cours du mois suivant, le service des fraudes de la banque a confirmé que les signatures sur les bordereaux de retrait ne correspondaient pas à la mienne, que l'adresse IP des virements en ligne remontait à l'appartement de Valérie et qu'il renvoyait l'affaire au procureur. Maître Moreau m'a appelé et m'a dit que Valérie venait de rendre mon affaire de remboursement 10 fois plus facile parce que maintenant, il ne s'agissait plus seulement de fraude à la pension alimentaire, mais de fraude financière, de faux et usage de faux, et de vol. L'audience finale était prévue pour la mi-décembre, et à ce moment-là, le monde de Valérie s'effondrait en temps réel, elle avait perdu son emploi à temps partiel après que l'enquête pour fraude soit devenue publique, la femme de Jérôme avait demandé le divorce après avoir appris pour Léo, et le système judiciaire poursuivait maintenant Jérôme pour la pension alimentaire tout en enquêtant simultanément sur Valérie pour de multiples chefs de fraude. Je me suis présenté au tribunal avec Maître Moreau et Valérie s'est présentée avec un avocat commis d'office parce que son avocat d'origine l'avait lâché, et elle semblait complètement différente de la femme confiante qui exigeait plus d'argent à peine 7 mois plus tôt. La juge Dubois a tout passé en revue, la fraude à la paternité initiale, le vol sur le compte, les documents falsifiés et le schéma de tromperie qui durait depuis près d'une décennie. Et quand l'avocat commis d'office de Valérie a essayé d'argumenter qu'elle avait agi par désespoir en tant que mère célibataire, la juge Dubois l'a coupé et a dit que le désespoir ne justifiait pas la fraude. Le verdict est tombé lourdement, Valérie a été condamnée à rembourser 60 000 € de pension alimentaire que j'avais payée sur 9 ans, elle a été condamnée à une peine de prison avec sursis pour la fraude financière et elle a perdu la garde principale de Léo dans l'attente d'une évaluation complète. La juge a déclaré que Léo serait placé temporairement chez les parents de Valérie sous surveillance judiciaire pendant que les modalités de garde entre Valérie et Jérôme étaient déterminées, et que j'aurais la possibilité de demander un droit de visite si je voulais maintenir une relation avec l'enfant que j'avais élevé. Je suis resté assis là à écouter tout cela et je n'ai rien ressenti, aucune satisfaction, aucune victoire, juste cet épuisement accablant qui vient du fait de voir quelque chose que vous avez construit se faire démolir pièce par pièce. Valérie m'a regardé pendant qu'il lisait la décision sur la garde, et son visage était inexpressif, comme si elle avait finalement épuisé toutes ses comédies, et je me suis demandé si elle s'était jamais vraiment souciée de Léo ou s'il n'avait été qu'un chèque de paie pour elle depuis le début. Je suis sorti de ce palais de justice à la mi-décembre avec l'air hivernal qui me mordait le visage, et Maître Moreau m'a dit que le remboursement prendrait probablement des années, que Valérie déposerait probablement un dossier de surendettement, que je ne verrais probablement jamais la majeure partie de cet argent, mais qu'au moins la vérité était enfin actée. Je l'ai remercié, j'ai payé sa facture finale et j'ai conduit jusqu'à mon 2 pièces où je vivais comme un étudiant fauché depuis 9 ans tout en finançant le mensonge de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, je me suis assis sur mon canapé et j'ai pensé à Léo, à savoir si je devais demander un droit de visite, si cela lui ferait plus de mal ou de bien de m'avoir dans sa vie après tout ce qui s'était passé, et j'ai réalisé que je n'avais pas de réponse. Je n'ai pas détruit la vie de mon fils, j'ai arrêté de laisser un mensonge s'autofinancer, et si cela fait de moi un monstre aux yeux de certaines personnes, je peux vivre avec ça. Léo est en thérapie maintenant,
Jérôme essaie de comprendre comment être un père pour un enfant de 9 ans dont il ignorait l'existence, et Valérie vit chez ses parents pendant qu'elle gère sa mise à l'épreuve et sa faillite personnelle. J'ai aimé un enfant qui n'était pas le mien par le sang, j'étais là pour lui quand je pensais qu'il était le mien et j'ai fait tout ce qu'un père est censé faire. Qu'est-ce qui a tout brisé? Ce n'était pas l'ADN, c'était le moment où elle a exigé plus d'argent et a pensé que la vérité n'aurait pas d'importance. Cette affaire révèle une vérité fondamentale sur la tromperie, ce n'est jamais juste un mensonge, c'est un système en cascade qui nécessite un entretien constant et des risques croissants, car la fraude initiale de Valérie aurait pu rester cachée indéfiniment si elle n'avait pas été cupide. La vraie tragédie ici n'est pas l'issue juridique, c'est que toute la fondation d'un enfant a été construite sur la malhonnêteté, et la leçon est claire, la commodité à court terme par la tromperie entraîne toujours des conséquences à long terme qui affectent bien plus de personnes que le simple trompeur.